Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est un amoureux du sport, de l'entrepreneuriat, de la restauration, de sa famille, de sa tradition. C'est un homme qui fourmille de projets, qui en réalise beaucoup et qui en a toujours devant lui. Il dirige aujourd'hui le SAS, mais pas que. Bonjour, Samy Treves. Bonjour Geneviève. Moi, je commence en disant plein de projets, plein de choses, mais il dirige le SAS. Le SAS qui, cette année, célèbre ses 30 ans. Le SAS Café, on parle. C'est 30 ans d'une aventure familiale. Ah, ça c'est sûr, 30 ans. 1993, septembre 93. Alors, créé par Sasa et Yolande, tes parents. Exactement. Et c'est quoi leur idée de départ? Parce que il fallait quand même le faire, d'avoir l'idée. Il y en avait pas. En fait, l'idée de départ, c'est... ma mère était commerçante. Elle avait des boutiques. Hein. Ouais, ouais. Elle habillait tout Monaco, on peut le dire quand même. Exactement. J'ai revu encore dernièrement des photos d'elle en train d'habiller Whitney Houston. Qui n'allait pas chez Yolande, hein, franchement. Non, c'est ça. Elle a commencé tout au début, elle avait Benetton à Monaco. Alors, les années... c'est les DM quand même. Ouais. Après, il y a eu les DM d'abord, il y a eu Benetton, pardon. Et voilà. Et après, il y a eu ces 4 boutiques avenue Princesse Grace, où mon père avait aussi son bureau. Il était dans l'import-export. Et toute leur vie était avenue Princesse Grace. Et j'ai été... c'est ça qui est incroyable. Hein. C'est ça, moi j'ai été conçu... Toi, t'as grandi là. Hein. Moi j'ai été conçu au Bahia et je suis né à l'Estoril. Sur le même trottoir. Sur le même trottoir. Entre le Niwaki et le SAS en fait. Hein. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et ma mère passait ses journées à travailler, mon père aussi. Il faut pas oublier que c'était il adorait le bagamon. Donc il y avait l'Ariston à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez. C'est vrai. Ouais. Donc il était là-bas tous les jours. Il allait aussi, il avait sa tradition, il allait se baigner tous les jours. C'est-à-dire que quand 365 jours, 365, il allait se baigner, traverser la route. Même au mois de novembre, décembre, il pleuvait, tout ça. Traverser la route, c'est sa tradition. Et il allait se baigner. Donc, et ils sortent le soir, ils sortent beaucoup. C'est exactement ça. Ils s'amusent beaucoup. Énormément. Oui, parce que la grande Monaco, époque. Monaco, dans les années 80-90, c'était la grande époque. C'est toujours la grande époque, mais différemment. Et ils se disent quoi? Ils se disent, on va en faire un à nous, c'est ça? En fait, ils sortaient énormément, 8 jours sur 7. Et moi, de temps en temps, j'étais avec eux. Après, j'allais dormir plus tôt parce que j'étais jeune. Mais en fait, ils se sont rendus compte que les gens s'ennuyaient entre le dîner et la boîte de nuit. La boîte, oui. Parce qu'à l'époque, on allait en boîte. On va un peu moins en boîte aujourd'hui quand même, Samy. Non, c'est sûr. Non, les temps ont changé. Mais il y avait un... Il y avait un trou. Il y avait un trou au milieu. Voilà. Il y avait un problème de transition. Et... C'était malin, ça. Non, c'était malin. Après, c'est venu naturellement parce que Michel Pastor, qui n'est plus de nos jours aujourd'hui, et qui était une personne fantastique, et que mon père avait des relations avec lui incroyables. Et il avait ouvert ce restaurant en bas du Columbia qui s'appelait l'Horloge. Je ne sais pas si tu te souviens. Il y avait des horloges au plafond. Ouais. Et ça marchait pas comme il voulait. Et il a appelé mon père et il lui a dit... Faut dire, pardon, je t'interromps. Quand tu me dis que ça marchait pas comme il voulait, il faut dire qu'on parle de l'avenue Princesse Grace aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas là que ça se passait. Hein. C'était plutôt dans l'avenue des Spélugues, le Bistroquet, le Tiffany's... Michelangelo, c'était plutôt là-bas. Ah non, c'est sûr que c'était plutôt là-bas. Avant, à l'époque, avenue Princesse Grace, tu avais où il y a l'avenue 31 aujourd'hui, il y avait l'Oulpia. Ouais. Il y avait Gianni, au Bahia. Gianni tout au bout, voilà, oui. C'est ça. Et après, il y avait le Roméo, qui était propriétaire de Triangolo, qui était en bas du Columbia. C'est vrai. Et il y avait le Sao Brésil. Donc, c'était pas si... je veux dire, on va dire que c'était plus la journée
que le soir. Voilà. En activité nocturne, on va dire après. Et le forum n'existait pas. C'est vrai. Et Michel Pastor, il y croit tout de suite quand il parle avec ça ou... Il y croit tout de suite. Il sait que mon père et ma maman, ils ont un relationnel superbe, ils sont près des gens, et mon père connaissait tout le monde. Mais il connaît toujours tout le monde. Non, mais bien sûr. Mais là, il connaît la planète. Enfin, vous connaissez, parce qu'il n'y a pas que lui. Hein, non, mais bien sûr. Non, mais c'est sûr. Je veux dire, donc, je pense qu'il s'est rendu compte que ce qui était important dans un restaurant, c'était pas que ce qu'on donnait dans l'assiette. Ce qui était important, c'était aussi le relationnel, de bien accueillir les gens et tout ça. Ce que faisait à l'époque très très bien aussi Frank Fiorito au Jimmy's et Luciano du Rampoldi. Non mais on parle de Rampoldi, la grande époque du Rampoldi. Voilà, il y avait Arturo aussi au Michelangelo. Et avant, je pense que les endroits étaient beaucoup plus appropriés à la personne. Incarné, tu veux dire. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, qui gérait l'endroit. Les gens venaient pour la personne, en fait. Et bien sûr, après, il fallait que ce qui est dans l'assiette et qu'il y ait quand même quelque chose autour qui convienne à la clientèle. Mais ce qui était important... On parle du sas, on dit on s'amuse au sas, mais on mange très bien au sas. Oui, on a dû... c'est la base, quand même. C'est sûr, bien sûr que c'est la base. Mais au départ, quand mes parents ont ouvert le sas, c'était un restaurant piano-bar. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y avait un groupe de musique qui jouait tous les soirs. Et les gens se retrouvaient surtout après leur dîner, parce qu'il ne faut pas oublier le concept qui était dès le départ. Et se retrouver autour du piano, chanter. Mon père et ma mère avaient créé vraiment un espace familial. Et les gens se sentaient à la maison. Et après, par la force des choses, on a dû améliorer la nourriture parce qu'on avait de plus en plus de gens qui venaient manger. Oui, parce que tu dis, si on se sent chez soi et si on passe un moment tranquille avec des copains, on a peut-être aussi envie de manger un morceau. Ouais, c'est ça. Donc c'était un restaurant au départ, mais pas avec une carte, on va dire pas avec une très grande carte. Mais là, après, aujourd'hui, au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte. Après, le monde de la nuit a vachement évolué. Tu le précisais avant que c'est vrai qu'aujourd'hui les gens ont moins envie d'aller en boîte de nuit, certes. Ouais. De temps en temps, c'est toujours bien d'aller en boîte de nuit, mais les gens ont plus tendance à rester dans les restaurants, on va dire festifs. C'est ça. Et nous, on a évolué au fur et à mesure et on essaie de garder cette tendance. Bon, c'est une grande aventure, 30 ans, ça se raconte pas en 5 minutes, même pas en 1 heure. D'ailleurs, il faudrait 10 podcasts pour raconter l'histoire du sas, ça c'est sûr. Mais moi, ce que je retiens, c'est une idée qui au départ est une idée de couple, enfin de copains qui veulent s'amuser ensemble, qui évolue jusqu'au moment où, même en restant familial, vous accueillez la terre entière quand même, parce que là, moi, j'ai fait l'exercice. Je suis allée derrière, là où il y a toutes les photos sur le mur. Enfin, il y a le monde entier. On peut pas tous les citer, mais il y a le monde entier. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher au sas ? Parce qu'ils viennent pas qu'une fois. Moi, j'ai vu des photos de Michael Jordan. J'en ai vu 3, 4, 5. Le type, il est revenu, quoi. Moi, je dis toujours dans notre métier, le plus important, c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. Parce qu'en général, on fait tout. On va tous essayer un restaurant. Même plus important, c'est la deuxième. Ça veut dire que la personne ou le client a aimé. En fait, je pense qu'il y a eu. Mes parents avaient quand même une façon d'accueillir les gens qui était qui était vraiment super. Personnel. Ils savaient vraiment entretenir le relationnel avec les clients et que ça soit aussi avec les célébrités. À l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier ça. Aujourd'hui, on appuie sur un bouton, voilà, c'est facile. À l'époque, c'était plus compliqué. C'était vraiment le bouche à oreille. Donc, pour que l'effet tendance du restaurant à Monaco arrive à New York ou à Miami ou en Amérique du Sud, c'est compliqué. Donc, je pense qu'il y avait un très grand rôle au niveau des concierges à l'époque, il ne faut pas oublier, parce que les concierges avaient un rôle... Les concierges des hôtels. Mais oui, très important. Aujourd'hui, ils ont toujours leur rôle, mais c'est plus comme avant. Une personne qui reste à l'hôtel aujourd'hui, elle sait déjà où elle veut aller. Le concierge devient exécutant par rapport à la demande du client. C'est un facilitateur, en fait. C'est pas un conseil. C'est ça, c'est exactement ça. Mais c'est vrai que
Bon, moi, je suis rentré au SAS en 98. C'était après voilà. Donc on est juste 5 ans. Voilà. 5 ans après. Hein. C'est pas non plus. Tu prends pas le bus du SAS au 20e arrêt. Non, non. Mais le SAS commençait à prendre des bonnes allures. Après, pour répondre à ta question, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, beaucoup de facteurs qui ont fait où on en est aujourd'hui. Et j'espère que ça va continuer encore de longues années. Mais bon, il y a quand même un facteur chance aussi. Il y a un facteur timing. Il y a beaucoup de choses qu'il faut... Il y a un facteur destin. Je ne sais pas si tu crois au destin, d'ailleurs. Bah oui. Pour moi, le timing et la chance, c'est le destin aussi. Donc, pour moi, il y a un facteur destin. Oui. C'est la rencontre Michel Pastor, c'est l'horloge qui ne marche pas très bien. C'est le moment où c'est une offre qui manque. C'est un couple qui est dans un moment de sa vie où c'est possible, donc les enfants sont moins petits, parce que si tu rentres 5 ans après, ça veut dire que tu as quel âge? J'avais 20 ans. Ben voilà. En fait, j'avais 19 ans et je venais d'avoir mon bac parce que j'avais redoublé. Bon, c'est pas grave. Hein. T'étais où au lycée Albert Moi, j'ai fait Petit Cours Saint-Maur, Collège Charles III et lycée Albert Ier. Voilà. Pur produit. Exactement. Et en fait, moi, tous les soirs, quand j'étais au lycée Albert Ier, mon père me racontait tous les lendemains, en fait, qui c'est qui venait au SAS. et ça te donnait envie, quand même. Mais énormément. Et je pense aussi, il y a eu beaucoup d'éléments et beaucoup d'événements qui ont fait que... Je pense que ce qui a vraiment aussi... on oublie souvent cet événement, mais qui a été vraiment incroyable pour Monaco, c'est les Music Awards. Oui. Et c'est vraiment... Ça a été un événement pour moi, je pense, pour la principauté, incroyable. Je pense que... On se souvient tous de Michael Jackson à Monaco. Au balcon de l'Hôtel de Paris. Au balcon de l'Hôtel de Paris, Et cet événement... qui a été créé par John Martinotti et Melissa Corken. Moi, je me rappelle parce que j'avais travaillé avec eux, parce que c'était passionnant. Je veux dire... C'était déjà dans l'idée de faire venir à Monaco des célébrités et de leur faire passer un bon moment. C'était ça l'idée. Oui, c'est ça. Et moi, en plus, en travaillant là, j'avais contact direct avec les artistes et j'essayais de les faire venir au SAS. Déjà, oui. Donc ça a marché. Et après, c'est ce fameux bouche à oreille qui s'est créé après. Et il y avait aussi, il ne faut pas oublier aussi les tirages au sort de l'UEFA. De l'UEFA. Et après, tout ce que Monaco... Depuis 98. Depuis 98. Et après, tout ce que Monaco, la principauté fait. Parce que nous, on récolte. Que ça soit moi et les autres établissements. Par exemple, le Grand Prix, le Yacht Show, tout ça, c'est pour toi, pour le SAS Café, c'est un... Déjà pour Monaco, c'est incroyable. Je ne sais pas si on se rend compte quand même, moi je m'en rends compte personnellement, parce qu'à force d'être à Monaco, des fois on oublie où on est, la chance qu'on a. Moi je voyage énormément, mais vraiment énormément. Hein. J'ai fait les 4 coins du monde. On se rend plus compte, la place du Casino, les Ferrari, on a quand même le Grand Prix, on a quand même le tennis, on a le boat show, et tout ce qui se colle autour. Je veux dire, c'est quand même dans une ville avec si peu de kilomètres carrés. Je veux dire, c'est prodigieux, ça je suis d'accord. Où on est. Et ne parlons pas aussi du sportif, cette équipe de foot. Je veux dire, si on prend les 30 ans... Tu dis ça parce que tu es un supporter incroyable, un vétéré de l'équipe de foot, quoi. C'est ton équipe depuis toujours? Ah oui. Ah ouais. Parce que tu vas à tous les matchs, hein. Tu as ta loge, tu es abonné. Non, je suis fou du football. Ça aussi, hein. Mon père, il a des photos. Il était, quand le stade était à la place de Carrefour à l'époque. Ouais. Moi, j'ai retrouvé des photos avec lui, Henri Biancheri sur le banc et Jean-Louis Campora. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes ces normes de sécurité et tout ça. C'était autre chose, oui. Et mon père, oui, je veux dire, notre cœur est rouge et blanc. Je veux dire, moi, mon père... D'ailleurs, le tien, il est rouge et blanc au Stade Louis II. Et il est rouge et blanc en dessous aussi, parce que maintenant, tu as Gaston Médecin courtside pour aller voir le basket aussi. Oui, alors, moi, je ne suis pas un fan... j'ai toujours aimé le sport, moi. Je suis un grand sportif moi-même. Le basket, ça n'a jamais été mon dada. Mais
après, quand j'ai vu qu'il y avait ce qui s'est passé au basket, c'est ce qui s'est passé au football un petit peu quand Monaco est descendu en D2 et qui sont remontés. Voilà, qui sont remontés. Qui sont devenus champions. Et voilà, c'est ça. Et il y a eu, je pense que c'est un peu similaire le parcours. Sauf que l'AS Monaco au basket, elle venait de très bas. De très très bas. Voilà. Donc il faut déjà tirer le chapeau à tous ceux qui ont cru depuis le début. Depuis le début. Enfin, depuis le renouveau. Parce que c'est ça. Mais ouais, et puis les joueurs de basket commençaient à fréquenter, je précise bien, pas les veilles de match, mais le SAS. Et moi, un jour, je me suis dit, bon, pourquoi pas, il y a 2 ans... pourquoi pas aller voir un match. Et puis, je suis rentré dedans et j'ai été pris dedans. Toi, tu as 1 ou 2 fils qui jouent au basket? 1 ou 1? J'en ai qu'un. Ouais. Parce que tu as 3 fils, une fille. 3 fils, 15 ans le garçon, 12 ans la fille, 10 ans et 2 ans. Voilà. Ah ouais. Et c'est ça. Ouais. Voilà. Le gang. Le gang, c'est exactement ça. Et c'est lequel qui joue alors? C'est lequel qui fait du basket? Celui qui a 10 ans. 10 ans. Voilà. Ouais. Et puis. Alors il en fait parce qu'il est venu avec toi ou c'est lui qui aime le basket? Non, il a vu le basket, il est venu une fois et il a pris goût et voilà, il joue maintenant. Après, et on voit bien, je le vois. Ça a doublé là le nombre de licenciés là. Ah oui, c'est la folie et je pense qu'à la prochaine ça va tripler. Bon, j'espère qu'on va trouver des solutions à Monaco parce qu'il faut. Le problème c'est que le football est devenu assez saturé par la force des choses parce qu'on peut pas. On connaît le prix du mètre carré à Monaco. C'est une industrie et c'est très très compliqué. Mais ça, je pense que c'est un peu de partout. Le domaine sportif est compliqué pour les enfants aujourd'hui. Ça devient déjà très compétitif à leur âge. Donc, déjà à 10 ans, ça c'est vrai. On est d'accord. Déjà sûr. à cet âge-là. Là, j'ai discuté l'autre jour avec quelqu'un qui me disait, je me suis rendu compte que j'étais pas bon à 13 ans parce que j'ai vu les autres commencer à avancer et moi j'avançais plus. Donc à 13 ans, c'est jeune quand même pour se dire, c'est fini, je ferai pas ça, quoi. Bien sûr. L'autre jour, j'étais voir un match de basket. Je sais plus où il y avait un match de foot de gamins de 11 ans, 12 ans. Je voyais les parents, ils étaient à la limite d'insulter leur propre fils. C'est incroyable. Bon, enfin, c'est comme ça. C'est marrant que tu parles de ça parce que ma question, quand je t'écoute parler, je me dis, ok, tu rentres au SAS et tu commences à travailler, mais tu travailles avec tes parents, hein. Ouais, non, mais c'est... Parce que c'est pas simple de travailler avec ses parents. Hein. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. On sait bien que la famille, aujourd'hui, les amis, on les choisit, la famille, on la choisit pas. Bon, moi, je suis très content de la famille dans laquelle je suis. T'as eu du bol, toi. Voilà, moi, j'ai eu du bol. Voilà. Après, je pense que c'est comme tout dans la vie, il faut mettre de l'eau dans son vin. Et c'est comme ça. Après, c'est sûr que mon père et ma maman ont créé un établissement avec leur, on va dire, leur ADN, et à moi de m'y coller. Ça a été compliqué. Est-ce qu'ils te donnaient des ordres? Ça a été compliqué? Ah oui, non, c'était pas facile. Parce que moi, j'arrive avec plein d'idées et tout ça. Je vois aujourd'hui mon fils qui a 15 ans, qui commence à me donner des idées qui, pour moi, je lui dis, ça va, tout va bien? C'est juste retour des choses. Enfin, je veux dire, c'est l'évolution, ça. Hein. Non, c'est exactement ça. Mais après, en fait, ça s'est bien passé. C'est comme dans une société, il y a des partenaires, il faut que chacun fasse des choses différentes et chacun a des tâches différentes. Sa place, ouais. Voilà. Et mon père s'occupait de certaines choses et moi d'autres. Donc j'ai profité beaucoup aussi de travailler mon relationnel. Et c'est pour ça que je te disais ça tout à l'heure, que j'ai profité de voyager énormément. Ça veut dire que j'allais à tous les événements, je sais pas moi, Fashion Week, tout ce qui représentait les MTV Music Awards, je sais pas si tu te rappelles de ça. Oui, je me souviens. Pour, je veux dire, à peaufiner mon carnet d'adresses, rencontrer les gens. Je voyageais vraiment dans le monde entier. Et après, en 2004, je voyais comment le monde de la nuit tournait et que les gens, de plus en plus, voulaient plus des restaurants qui se transforment en boîtes qu'aller dans des boîtes de nuit. Mais je voulais quand même apprendre le monde de la nuit. Donc j'ai eu cette opportunité à Londres avec... tu montes un projet à Londres, c'est-à-dire tu montes un concept. Enfin, oui, je monte dans le train dans un concept qui est en train d'être fait. Ah, d'accord. Les fondateurs sont Freddie Moss et Mark Maron, qui étaient les fondateurs et propriétaires de China White. Je ne sais pas si tu te rappelles cette boîte à Londres. Voilà, c'était une boîte... Parce que tu démarres, mais tu démarres à Londres, mais tu démarres pas en bas, hein, parce que China White, c'était quand même une institution à Londres. Dans le Londres des années 2000, China White, ça voulait dire quelque chose, quoi. C'est ça. Et là, l'idée pour eux, c'était de créer une nouvelle boîte de nuit à Londres, avec cet effet un peu Côte d'Azur. Ouais.
à Londres. Donc c'est pour ça que ils m'ont approché, ils m'ont demandé si j'étais intéressé, et moi, ça m'a... De suite, j'ai saisi l'opportunité parce que, en fait, de mon côté, je voulais apprendre le clubbing un petit peu. D'accord. Donc, on a monté cette boîte qui s'appelait Movida. Et là, la folie. C'est-à-dire, Londres, c'est une ville qui vit la nuit. Ah, c'est incroyable. C'est-à-dire, Movida, on avait... enfin, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les autres boîtes à Londres, c'était que du clubbing. Ouais. Nous, on avait un restaurant et on avait une boîte de nuit. Et il y avait déjà des réminiscences du SAS là-dedans. Hein. Voilà, c'est ça. Et c'était... on a créé un truc qui était incroyable, qui était vraiment... Ça a beaucoup marché. Et moi, j'allais un week-end sur 2 à Londres. Donc, pendant 2 ans. J'ai pas arrêté les allers-retours. C'était incroyable. Et j'ai rencontré énormément de monde. Bah, moi qui adore le football, le samedi soir à Movida, il y avait 4-5 de clubs de foot londoniens. Oui. Donc, tu avais 2 clubs qui recevaient. Donc, ça veut dire que tu avais au moins une 50aine de joueurs de foot qui étaient présents à Londres le samedi soir et qui voulaient sortir. Et ils venaient à la Movida. Alors, on avait à la Movida. Après, on a organisé énormément d'after-parties, d'événements. Une très grosse soirée qu'on avait faite, c'était... j'avais organisé une soirée avec... Il y avait Jay-Z, Beyoncé. Il y avait Chris Martin de Coldplay. Qui c'est qu'il y avait? Il y avait tous des gens de la mode. C'était incroyable. Incroyable. Non, c'était... Disons que ce que tu racontes, ça colle avec l'image qu'on a de Londres. C'est-à-dire une plaque tournante pas du clubbing seulement, hein, de la fête, de la mode, etc. On imagine bien Londres comme ça. Donc en fait, vous avez collé un concept à l'endroit, quoi. Exactement. Mais après, Londres, dans ces époques, c'était incroyable. Je veux dire, et c'est pour ça que je voulais créer cette synergie avec Monaco, parce que tous les Londoniens qui étaient là-bas l'hiver pour le travail ou même pour les études ou quoi, étaient des clients l'été de Monaco. Bah oui. Donc voilà. C'est une passerelle, moi je dirais pas naturelle, mais parce qu'il fallait la faire. Tu l'as fait. Mais t'as pas fait que celle-là, parce que moi j'ai l'impression quand même que l'évolution que tu as souhaité donner à tout ça, c'est que tu as voulu sortir le SAS de sa bulle nuit uniquement. Et donc te dire, parce que là on va parler des autres projets, parce que maintenant il y a des projets qui se sont greffés. Hein, Samy, c'est pas Samy du SAS seulement. Tu as voulu sortir le restaurant de la nuit, hein? Je veux dire, restaurant, je voudrais que, déjà, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est qu'on a, d'année en année, on a essayé d'améliorer notre cuisine parce que je voulais que les gens viennent aussi que manger et pas que faire la fête. Ouais. Et on a de plus en plus de clients. Ça a marché d'ailleurs. Bien sûr, qui viennent manger à 20h30, 21h et qui quittent à 23h30. À 20h30, le SAS, c'est plein. Hein. Voilà. Comme j'ai des gens aussi, des clients qui viennent après et qui ne sont jamais venus dîner, ou j'en ai qui font les deux. Donc voilà, et c'est l'avantage, on a les 3 concepts en fait. Voilà. Donc c'est bien. Oui, après moi personnellement, c'est vrai que les gens ils m'associent beaucoup à la nuit. Par rapport à mon parcours, Londres, la boîte de nuit, le SAS, tout ça. Ah oui, mais 98 à aujourd'hui, ça fait pratiquement 25 ans. Ouais. 25 ans, on peut dire que, allez, la majeure partie de ces 25 ans, tu les as fait la nuit quand même. Ah, j'ai fait la nuit. Après, aussi, il y a une soirée qui m'était restée à cœur, qu'on oublie, hein, parce que mais c'était quand même un truc incroyable pour Monaco. C'est que j'avais fait venir David Guetta à Monaco. Et il avait cette soirée qui s'appelait, excuse-moi pour le nom, Fuck Me I'm Famous. oui, mais il en a fait d'autres Fuck Me I'm Famous. Mais de partout, dans le monde. Dans le monde. Hein. Dans le monde. Parce que moi, j'ai un souvenir à Miami. Hein. Oui. Il en a fait une. Hein. Ah oui, non, c'est sûr. Et c'était très important pour moi. Et on a fait ça dans le Forum Grimaldi. C'était incroyable. C'était vraiment, c'est vraiment super. Après, c'est sûr que dans la nuit, j'étais associé avec Flavio Briatore. Ouais. On avait fait le Billionnaire en pop-up dans le Fairmont, qui était génial. Vraiment, c'était notre association s'est super bien passée. C'était vraiment bien. Donc voilà. Après, les gens m'associaient beaucoup à la nuit. Et si tu veux, pendant le Covid, avant le Covid, j'avais eu des projets que j'avais fait en association avec Riccardo Girodi,
Ricardo. Qui te donnait déjà une idée Oui, de la restauration hors de la nuit. Hein. C'est exactement. On a écrit le bouchon ensemble, après le Sonki, le restaurant chinois. Bon, Ricardo, qui marche toujours. Hein. Bah oui, grave. Mais moi, Ricardo, c'est mon ami d'enfance, on se connaît depuis tout petit. Mais et après, pendant le Covid, un peu comme tout le monde, on s'est posé, on s'est fait, on va dire, une autocritique. Chacun, je pense, c'est sûr que c'était compliqué le Covid, mais aussi. Oui, c'est une question que j'allais te poser. Moi, je l'ai bien vécu. Tu l'as bien vécu ? J'ai bien vécu parce que après, on est tous différents. Moi, je l'ai bien vécu. Pourquoi ? Parce que certes, je travaille beaucoup, j'ai des horaires un peu compliqués et j'essaie de profiter de ma famille au maximum. Et là, fatalité, j'ai pu en profiter pleinement. Ben oui. Et c'était exceptionnel. C'était une parenthèse. Ah non, mais c'était top. Parce que moi aussi, il ne faut pas oublier, je suis un matinal, moi. Je travaille la nuit, mais moi, je me lève tôt. Et alors, en général, je me lève 8h30, 9h, sauf le samedi, dimanche, je dors un peu. Mais là, en Covid, j'étais debout à 6h30, moi. Ah ouais, moi, j'adore le matin. Donc, voilà. Donc, ça... Moi, j'ai vraiment profité de ce Covid. C'est à ce moment-là que tu te dis, je vais trouver un concept de resto 2 jours. Ah ben, non, mais on va plus loin. C'est que j'ai écrit 7-8 concepts pendant le Covid. Et je suis en train de les mettre en place, petit à petit. Après, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Voilà. Ah bah ça, c'est le propre de l'entreprise. C'est comme ça. Mais voilà. Justement, parlons du Niwaki, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Le Niwaki, c'est on a tendance à dire le bijou de la couronne. Hein. C'est un concept très pointu, très bien pensé, qui est jusqu'au boutiste, hein, même dans la carte et dans la façon de travailler. Et qui est japonais surtout. Parce qu'on n'a pas... Tu me dis, j'ai voyagé dans le monde entier, mais il y a un endroit qui est vraiment très, très, pour toi, important, c'est le Japon. Ben oui, en plus j'y vais dans 48 heures. Non, le Japon, c'est un... Tu y vas chaque année ? Oui, j'essaye. Ben là, ça fait 3 fois en 13 mois que je vais là-bas. Ah oui, là, c'est de la haute intensité quand même. Hein. Ouais. Je pense j'adore ce pays. Je m'y retrouve très bien. Et tu comprends ? Oui, je comprenais pas avant. Maintenant, je commence à comprendre. Ouais. Et je pense que eux, surtout, ont changé aussi. Et eux commencent à nous comprendre. C'est ça qui est très important. Ah ouais, c'est ça. Voilà, parce que souvent j'entends, oui, ils sont racistes, ils aiment pas. C'est pas ça. C'est que nous, on n'arrivait pas à les comprendre. Aujourd'hui, on commence à les comprendre et eux commencent à nous comprendre. C'est comme dans un couple. Voilà, il faut apprendre. C'est une gymnastique. C'est ça. Et moi, je suis devenu fou du Japon. Bon, après, les gens, ils pensent Japon, sushi. La dernière fois, j'ai un ami à moi, il me dit, je vais pas aller au Japon parce que je mange pas de sushi. Je dis, mais il n'y a pas que ça. Moi, j'ai mangé, je pense que le meilleur burger de ma vie, je l'ai mangé au Japon, la meilleure pizza. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup poisson, sushi, etc. Ouais. On oublie que le bœuf de Kobe, Alors, bien sûr, il y a de la viande, il y a des pizzas, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Japon, ils sont très très forts au niveau culinaire et ils se sont imprégnés de notre culture. Quand je dis notre culture, c'est européenne. Ouais. Et occidentale en tout cas. Voilà, c'est ça. Et ils l'ont transformé à leur façon. Et puis là, j'y vais, bien sûr pour les vacances, mais j'ai toujours un œil pour le travail. Ouais, toujours. Là, j'y vais, j'ai 2 rendez-vous pour un projet que je veux faire. Et donc voilà, donc Niwaki, tu me parlais de Niwaki, on parlait du Covid. Il naît pendant le Covid, le Niwaki ? Oui, je signe le Niwaki. En fait, comme j'ai précisé, j'ai grandi avenue Princesse Grasse. À côté du Baya, il y avait ce petit immeuble qui s'appelait le Palais de la Plage. Ouais. Je ne sais pas si tu te rappelles, à 4 étages. Comment on peut oublier cet immeuble ? Bon. Il y avait des antiquaires en bas. Voilà, c'est ça. Bon, après, les choses évoluent dans la vie, c'est comme ça. Toutes les villes, c'est pareil. C'est ça. Et je vois une construction qui est en train de naître. Et, qui est magnifique d'ailleurs. Incroyable. Donc, j'appelle son créateur, qui est Patrice Pastor, et je lui demande, est-ce que y a quelque chose de prévu en dessous ? Bah oui. Voilà, parce qu'en général, aujourd'hui, quand on construit des immeubles, on jouille. On met toujours quelque chose en bas. Voilà. Parce qu'au rez-de-chaussée, par définition, on ne vit pas. Hein. Non, donc, c'est ça. Après,
On fait pas des apparts au rez-de-chaussée, on fait autre chose, on fait des locaux commerciaux, quoi. C'est ça. Donc il me dit, écoute Samy, non, j'ai rien prévu, on aimerait bien mettre un restaurant. Je dis bon, bah écoute, il me dit ça t'intéresse? Bah oui, ça m'intéresse. Donc quelle question. voilà, on a échangé, j'ai vu les plans, je lui ai voilà, et je lui ai expliqué que j'avais plus ou moins pensé à un restaurant japonais. Et il m'a dit vraiment super, je pense que ça peut être top et tout, et j'ai signé le 22 décembre 2021. Ouais. C'était 2021 où je pense que c'est 2020, c'était. Pardon. C'était juste avant le Covid. Non, c'est juste après. Après le à Covid. la sortie du premier confinement. C'est ça, c'est exactement ça. Donc il fallait quand même signer pendant le Covid, parce que c'est un pari, hein. Ouais, c'était un gros pari, mais voilà, après, je pense que on est entrepreneur et il faut se lancer dans les choses. Après, Alors tu dis il faut se lancer dans les choses. Là, en rafale, tu te lances, donc tu signes Niwaki, qui est un concept que celui-là, il est à toi 100%. Oui, enfin, il est à moi. C'est ma création à moi. Le concept est à toi. Et après, tu as des associés, bien sûr. Oui, voilà, j'ai des associés qui ont cru en moi, qui ont cru au projet, et que sans eux, on ne pourrait pas parler du Niwaki aujourd'hui. Voilà. Ça, par rapport à ceux dont on va parler maintenant, ça, c'est 100% toi. C'est-à-dire, c'est ton sûr. concept. Non. Après, en rafale, tu signes le Mona en consulting, oui. si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Donc, le Mona en consulting, Loulou Pirate, c'est la grande aventure de cet été, en consulting aussi. Ouais, alors, alors Loulou, alors, le Mona, je suis en consulting, parce qu'en fait, Jean-Baptiste voulait créer un restaurant Jean-Baptiste Pastor. Pardon, excusez-moi. Jean-Baptiste Pastor voulait créer un restaurant pour sa résidence. Qui est un concept unique à Monaco. Ah non, ça n'existe nulle part. Ouais, c'est vraiment super, cuisine Moyen-Orient un petit peu, voilà, touche méditerranéenne. C'est ça. C'est la cantine en fait. Ouais, c'est la cantine. Mais en fait, il fallait on pouvait pas se limiter qu'aux résidents. Donc, on a ouvert la porte aux clients externes, on va dire, pour le soir, pour le dîner. Mais ça marche. Ah oui, non, c'est bien sûr que ça marche. Il y a quand même cette idée de l'endroit un peu exclusif, un peu secret, un peu... Là encore, tu parlais tout à l'heure de se sentir chez soi. Alors, au Mona, on est carrément dans le living room. Là, c'est exactement ça. On est dans le living de la maison. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Non. Et ça, c'était vraiment la discussion quand tu dis on était en consulting. Vous avez été jusqu'à cette discussion-là sur l'ambiance, sur le concept, sur... En fait, il faut créer un restaurant qui soit un peu les résidents, ils sortent de chez eux, ils vont en bas et ils ont l'impression d'être encore chez eux. C'est ça. Voilà. Mais après, il fallait pas aussi que les gens qui viennent de l'externe se sentent chez les autres. C'est vrai. Il fallait trouver la balance, mais franchement, ça se passe très très bien. Le restaurant vraiment marche bien. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, comme toujours. Mais franchement, jusqu'à aujourd'hui, top. Moi, je suis très content. Et pour le Loulou... Alors, cet été, révolution sur la Côte d'Azur. Ouais, révolution. Parce que quand même, là aussi, tu dis quand on est entrepreneur, il faut se lancer. Là, pour reprendre le Pirate, après Robert, 30 ans après, il faut se lancer. Non, alors là, ça c'est... En fait, le propriétaire des lieux est un ami. Qui est le fils du Pirate. Oui, non, alors moi je parle le propriétaire qui a racheté les murs. Qui a racheté les murs, d'accord. Voilà. Parce que c'est le fils du Pirate. Oui. C'était le dernier dépositaire mais qui n'a pas exploité vraiment l'endroit. Qui n'a pas exploité. Après, il faut pas lui en vouloir parce que vu ce qui était possible et ce qui se faisait au Pirate il y a 25 ans, 30 ans. C'est ça. Vu les jours d'aujourd'hui, c'était plus possible. Donc. Et puis c'est pas parce qu'on a un papa restaurateur qu'on est restaurateur non plus. C'est comme les joueurs de foot. Moi, je voyais il y a pas longtemps des photos de Léo Messi avec ses enfants et je me disais, est-ce qu'il y en a un des trois qui va jouer au foot comme son père? Parce que après tout, c'est pas automatique, quoi. Ouais. Bon, il y en a. Toi, t'aimes bien le football, non? Bah oui. Alors, il y a quand même un joueur il y a une famille qui a plus ou moins réussi ça. Ah bah c'est Haaland. Son père, c'était un joueur. D'accord, mais moi il est meilleur que son père. Moi, je parle d'une famille où il y a 3 générations. Famille, 3 générations. Ah ouais, tu me poses une colle. Les Djorkaeff, peut-être? Oui, il y a le père, le fils, c'est ça. Ouais. Mais là, c'est que 2. Pardon, là, il y a que 2 générations. Ouais. Non, mais son fils, moi, je connais bien Yuri. C'est comme la famille. Il y a Johan qui joue aussi, qui joue Johan très bien. aussi, il joue. Bien sûr. Ouais.
Mais il y a... t'as vu, c'est moi qui te pose des questions, qui te fais ouais. l'école. Il y a la famille Maldini. Ah bah oui, c'est vrai. Voilà. Ah là là, Paolo Maldini, moi, c'est... Le papa, et en plus, ce qui est encore incroyable... Cesare, le papa. Oui, mais c'est de rester au club de Milan, surtout le... Oui, oui, tous à Milan, ouais. Bon, enfin. Donc, revenons à... Non, je dis, reprendre le Pirate 30 ans après, c'était quand même un sacré pari. Et toi, tu me dis, le propriétaire des murs, c'est un ami. Non, ça me fait toujours pas le courage de le reprendre. Ça s'est pas fait comme ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le Look est une enseigne et un groupe assez connu sur Paris et sur Saint-Tropez. Était très intéressé. C'est un Courchevel aussi, je crois. Val d'Isère. Val d'Isère, pardon. Ouais. Voilà, tu vois. Et ils se sont rapprochés par le propriétaire, qui est un ami, pour reprendre les lieux. Donc, ils signent. Et moi, je suis pas dans la danse. Eux, c'est Apollo 14. Hein. Ils savent pas que c'est pas possible, quoi. Hein. Non, bon, oui, mais bon, c'est quand même un groupe important. Et moi, j'avais un ami, parce que ils sont plusieurs associés, qui m'appelle. Il me dit, écoute, Samy, on a repris cette affaire. Je dis, oui, je suis au courant. Ça serait bien qu'on s'assoie autour d'une table et qu'on voit un petit peu s'il y a la possibilité, peut-être, de travailler ensemble. Et je lui dis, pourquoi pas. Donc, ils sont venus. Plutôt malin, hein, l'ami. Hein. Enfin, malin ou pas, mais après, voilà, je suis quand même, que ça soit d'un côté ou d'autre, je suis fier d'être associé avec eux, parce que c'est un super groupe. La personne qui gère ce groupe, c'est Gilles Malafosse. Et je veux dire, le premier dîner, c'est comme si on s'était rencontrés à 20 ans. Voilà, c'est un mec super, de famille, tout ça. Mais moi, ce qui m'a plu dans ça, bon, certes, donc là, je suis associé là-bas, ouais. Et j'ai un contrat de management. Mais c'est quelque chose vraiment qui me touche à cœur. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, je te précisais que je sortais souvent avec mes parents. Parce qu'à l'époque, mes parents, ils me laissaient pas trop à la maison avec les babysitters et tout. Ils t'emmenaient partout, quoi. Non, ils m'emmenaient partout. Je me rappelais, je dormais souvent sur les genoux de mes parents à minuit et demi. Et le Pirate, quand même... Bon, nous, tu sais, on est d'origine du Portugal, on a une maison là-bas, et chaque fois que je vais là-bas, il y a 20 boîtes à chaussures avec des photos, et à chaque fois que je vais là-bas, j'ouvre ces boîtes où il y a les pirates. Et j'ai des photos de moi, mais il y en a 200 avec mes parents et tout. Mes parents ont passé toute leur jeunesse aux pirates. Aux pirates, ouais. Là où je te dis c'était un défi, ouais. Je te dis ça, Samy, parce que je pense que dans la mémoire collective des gens de Monaco, alors là on parle pas de jet set international, on pourrait parce qu'il y a aussi la jet set international aux pirates, mais les gens de Monaco qui ont vécu Monaco à cette période, on a tous quelque chose avec le pirate. On a tous des souvenirs. Moi, j'ai des souvenirs de soirées. Ma grand-mère y a fêté ses 80 ans. Enfin, des trucs. Voilà. Et je pense qu'on est nombreux comme ça. Quand je te dis c'était un défi, c'est que dans la mémoire collective de tous ceux qui ont vécu Monaco et qui... Le pirate, c'était quelque chose. Donc, s'attaquer au pirate dans le sens le faire renaître, c'était prendre le risque de la comparaison. C'est pour ça que je te dis ça. Je comprends. Non, mais c'est sûr que c'était un mythe. Voilà. Et c'est sûr que c'est compliqué. Et surtout, tu as dit un truc, pardon, je te coupe, mais tu as dit un truc important là quand on a parlé du pirate, tu as dit, ce n'était plus possible de faire ce qu'on faisait il y a 25 ans. Donc on sait que ce mythe, on peut pas le ressusciter, tu vois ? Non, on ne peut pas, c'est sûr, parce qu'à l'époque, la journée, c'était un endroit vraiment tranquille et c'était le soir la fête. En fait, le pirate, à l'époque, juste pour décrire le concept, c'est que il y avait un patio. Tu me corriges, hein, mais je pense qu'il y avait un patio, il y avait un feu de bois. Et, gros feu de bois. Énorme. Ouais. Et en fait, les gens arrivaient, il y avait le menu, il n'y avait pas de prix sur le menu. C'était à la tête du client. C'est ça. Donc il y a des gens qui transpirent un petit peu avant d'arriver. Mais il y a un film, je me souviens un peu, avec Aldo Machon, où il arrive aux pirates, et on voit vraiment comment c'était à l'époque, où il prend la carte et il comprend pas. Il cherche le prix. Surtout qu'Aldo, dans tous les films, il est radin, donc c'est comme ça. Mais en fait, voilà. Ça, ce serait plus possible. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir une clientèle sans afficher des prix, c'est pas possible. Non, c'est ça, c'est plus possible. Après, les gens venaient, on dînait, il y avait un âne, parce qu'il avait sa petite maison de l'autre côté de la route. De l'autre côté de la route, ouais.
il faisait rentrer l'âne, tout le monde touchait l'âne, c'était un peu la mascotte. Et après, les musiciens arrivaient. Oui, c'est qu'il n'y avait pas de musique enregistrée non, pas du tout. Piratin. C'était tout acoustique. Tout acoustique. Les types, ils avaient les doigts en sort à la fin de la soirée. Hein. C'est ça. Et ils cassaient les assiettes par terre et tout. Alors, voilà. On a tout cassé. On a tous tout cassé aux pirates. Voilà. Et tu payais. Hein. Ah bah, tu payais ce que tu fais, ça c'est sûr. Le type, il va pas sacrifier sa vaisselle et pas te la faire payer, ça c'est sûr. Non, donc c'était une époque. Je me souviens d'un soir, à la fin d'une soirée, où mon père lui dit, on dîne, on est toute la famille encore. Et mon père lui dit, pirate, t'as un peu d'eau? Il lui dit, oui, par contre, tu vas boire la bouteille parce que j'ai plus de verre. Vous avez tout cassé. Attends. Ouais. Donc, non, mais donc là, aujourd'hui, c'est sûr que recréer ce concept, enfin, pas de le recréer, mais de le prolonger, c'était impossible. Donc, il fallait s'adapter au temps d'aujourd'hui. Et puis voilà, enfin, pour moi, c'était vraiment un endroit que je ne pouvais pas dire non. Ouais, c'était pas possible. Et surtout, la petite anecdote, on a ouvert le 11 juillet, le 11 juillet, qui est en fait l'anniversaire de ma mère. Et le jour de l'ouverture, on a dîné en famille là-bas. Et elle fêtait ses 77 ans. Qu'elle ne fait pas. Ouais, qu'elle ne fait pas. Bah non. Quand on croise Yolande, on lui donne pas 77 ans. Non, c'est sûr, pas du tout. Elle fait beaucoup moins. Beaucoup moins. Ouais, exactement. Mon père aussi. Oui, mais, non, mais ça. Mais là, je te parlais de Yolande parce que finalement, on a très peu parlé de Yolande. Hein. Oui, moi j'ai toujours associé ma mère à la création du SAS. Hein. C'est vrai. Et en fait, j'ai retrouvé une photo d'elle 37 ans avant, jour pour jour. Pour ses 40 ans. Pour ses 40 ans qu'elle avait fêté aux Pirates. Donc c'était un ça. moment assez, on va dire... c'est émouvant. Ouais, c'était très émouvant entre nous, tout ça. Et ce qui était incroyable aussi, c'est que bon... Je sais pas si tu te souviens, mais bon, il avait une fille, le pirate, qui s'entendait pas du tout avec elle, et elle travaillait au restaurant Gianni. Elle était chez Gianni. Elle était chez Gianni. Et elle avait les yeux de son, elle a les yeux de son père. Oui, exact, c'est vrai. Grands yeux bleus, très très. C'est ça. Et JP, son fils, qui malheureusement n'est plus parmi nous, était un peu comme son père. Il avait ouvert un endroit à New York, après il avait repris ici le Waterfront. Tu te rappelles du Waterfront? Oui, le Waterfront. Qui était super. Hein. Qui était un très très bel endroit, Et je sais que déjà il y a 10 ans, il me disait pourquoi c'est pas toi qui le reprends? Et moi j'avais pas... J'étais dans une autre, on va dire, dynamique. Tu n'avais pas fait le chemin. Voilà, j'étais dans une autre dynamique et comme je te disais auparavant, tout à l'heure, c'est que le timing, c'est très important. Et pendant le chantier, il y a la fille du pirate qui arrive. Et elle me voit. Elle me dit, oh Samy, quel plaisir de te voir et tout. Et elle me dit, qu'est-ce que tu fous là? Et je lui dis... Je consulte. Non. Et les gens, mes associés, disent, ben, Samy est associé avec nous. Elle s'est mise à pleurer. Et elle m'a dit, c'est pas possible. Je dis oui. Elle me dit, tu sais, je pense que mon père, il t'a toujours considéré un peu comme son fils parce que tu venais toujours. Et je pense que de là-haut, il est tellement content que tu sois mêlé à cette histoire. Donc c'était assez émouvant. Donc non, tu te rends compte quand même que pardon, hein, mais tout ce que tu me racontes, tous les événements qui ont jalonné ta vie d'entrepreneur jusqu'à présent sont faits de rencontres. C'est-à-dire qu'à aucun moment tu ne m'as parlé d'aventure personnelle. Chaque fois. Alors, on parle du Niwaki, tu me parles de tes associés. On parle de Londres, et là, tu me parles des 2 gars qui t'appellent. On parle de Loulou, et au-delà des associés de Loulou et de Gilles Malafosse, il y a aussi le pirate derrière, la famille du pirate. Enfin, toi, tu n'es jamais seul dans tes entreprises, en fait. Tout est écrit. Non, je sais, mais parce que là, tu as mentionné brièvement le Portugal, mais... On se demande, à un moment donné, tu vas quand même ouvrir quelque chose au Portugal. Tu peux pas passer au Portugal que les vacances. Non, après, non, c'est sûr. Il y a un très gros projet en cours. Il y en a d'autres avant le Portugal, pardon. Hein, oui. Parce que je voudrais pas qu'on oublie. Avant le Portugal, il y en a d'autres à Monaco quand même. Parce que là, on a dit le Niwaki, le Bona. Alors, comme ça se déroule super bien, et en plus, le père et le fils... que ça soit le père, déjà les parents entre eux, ils s'entendaient bien, qui était Michel Pasteur et mon père. Moi, j'ai des super rapports avec Jean-Baptiste.
Donc, on va ouvrir le relais de Venise, qui est la fameuse... L'entrecôte. L'entrecôte. Voilà, rue... Alors ça va être une révolution. L'entrecôte ailleurs qu'à Paris, ça va être une révolution quand même. Je pense que... Enfin, on aime tout... L'entrecôte qu'on situe bien, hein, c'est la salade, oui. L'entrecôte frite avec la sauce magique voilà, Ouais. et la mousse au chocolat, c'est ça? Enfin, ou le dessert. Non, il y a une dizaine de desserts. Il y a une dizaine de desserts. Voilà. Enfin, moi, je dis mousse au chocolat parce que c'est perso, mais voilà. C'est exactement ça. C'est formule unique. Hein. Et la commande prise sur la table. Oui. Je sais pas si tu es au courant, il note sur la table. Il note sur le set. Non, c'est une formule unique. Ça a toujours été le souhait de Jean-Baptiste de faire ça pour Monaco. Et je pense que c'est vraiment cool parce que c'est ultra cool. Qui n'a pas été, qui ne va pas et qui n'ira pas à l'entrecôte. C'est comme Michael Jackson. C'est vrai. Tu vois, mais c'est vrai aussi, ça touche toutes les générations. C'est vrai aussi, tu vois, Samy, que on se dit parfois que c'est bien de revenir à des concepts qui sont des concepts simples. Parce que l'entrecôte, c'est très simple. Ah non, après, c'est un concept, qui est vraiment plus simple que ça. C'est un monoproduit, je veux dire. Oui, c'est ça. Voilà, tu arrives, après, tu t'assois. si tu n'aimes pas ça, tu peux pas. C'est pas la peine, hein, parce que. Sûr. Mais déjà, si t'es végétarien, ne va pas à l'entrecôte. Hein. C'est sûr. Mais il n'y a pas la difficulté de prendre 10 minutes pour commander. Tu t'assois et tu sais que tu es assis et c'est pas toi qui conduis. Voilà, tu as juste à dire saignant, la cuisson et puis à choisir les desserts et le vin. Ouais, donc ça, c'est un des projets. Et ça sera rue Suffren-Raymond, c'est où il y avait le Texan, en fait. Une autre grande institution. Hein. Énorme. Et oui. On pense à Kate. Hein, quand je pense à Kate, et surtout, ce qui est important, c'est que le SAS a ouvert la même année que le Stars and Bar, en 93. Donc, une petite pensée pour Kate. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais. Tous ces bons moments passés moi, ma première Corona, c'était au Texan. Hein, le comptoir du Texan en haut des marches. Voilà. Bien sûr. Ton premier coma éthylique aussi? Non, je rigole. Alors ça, je dirais pas là. Ok, d'accord. Bon. Non, mais c'était... Non, c'est sûr que c'est des marques, c'est des enseignes qui ont marqué la principauté. Qui ont fait sortir Monaco d'un certain âge aussi. Hein. Exactement, c'est ça. Et donc, voilà, donc on est à la place du Texan, qui était à l'époque. Et, il y en a encore un. Oui, il y en a encore un. Bon, ça, c'est plus... on va dire, c'est pas finalisé, mais je pense qu'on l'annoncera d'ici 3-4 mois. Mais je pense qu'à Monaco, il manque une typique brasserie parisienne. De quartier. De quartier, parce que brasserie, on serait tenté de te dire le Café de Paris, ça peut être une brasserie. Ne confondons pas avec le Café de Paris et le Quai des Artistes. Le Quai des Artistes, oui, qui sont deux superbes restaurants. Voilà. Ouais. Mais c'est des restaurants où il y a... un à peut-être 250 couverts plus ça. La terrasse. Le Quai des Artistes qui a été refait il n'y a pas longtemps. C'est pas mal aussi. Voilà, ce qui est pas mal, qui est très grand et tout ça. Très grand, ouais. Voilà. Moi, je parle Toi, tu parles d'un restaurant de quartier, une petite brasserie parisienne. Mais où on est collés, chacun. Les trucs, voilà. Avec donc, la nappe à carreaux, presque. Enfin. Mais voilà, après, faire un truc sympa, certes, quand on dit brasserie de quartier, il faut avoir l'emplacement. Donc voilà, on est en train de travailler dessus. On a trouvé le quartier. Voilà. Ouais. Mais, alors, ne me dis pas que ce sera avenue Princesse Grasse. Hein. Non. C'est pour moi, avenue Princesse Grasse, c'est pas un quartier pour une brasserie. Non. Oui, alors attention, c'est pas un quartier pour une brasserie, mais après la Cantinetta, c'est sympa quand même aussi. C'est un peu la brasserie du. C'est un peu la brasserie du quartier, ça. C'est ça. C'est un peu la brasserie du quartier parce qu'aujourd'hui on parlait de l'avenue Princesse Grasse. C'est vrai qu'avant c'était pas folichon, mais aujourd'hui, en partant du rond-point, tu as quand même Cipriani, il y a le Sonki, il y a le Sas, il y a le Twiga, il y a la Cantinetta, il y a 21, l'avenue 21, le Mayaja, le Mayabé, le Marco, j'en oublie encore plein d'autres. Il y a le Cova, il y a le Cova. Il y a du monde. Hein. Il y a il y a le Mayabé, il y a énormément de restaurants. L'avenue Princesse aujourd'hui est fantastique. Et n'oublions pas... et il y a Marcel Ravin au bout avec un gastro, 2 étoiles. Le Monte Carlo Bay, voilà, c'est ça. Ouais. Il y a le Koya aussi, on oublie. L'avenue Princesse aujourd'hui, et il y a Maretera qui va sortir, là. Qui est déjà sorti de l'eau, mais qui arrive aussi. Donc c'est quand même l'avenue Princesse Grasse, c'est un nouveau quartier, on va dire, culinaire
de Monaco. Mais pour revenir à ce petit bistrot, oui, c'est un bistrot qui est obligé d'être on va dire, dans le cœur de la ville. Voilà, j'en dirai pas plus. Voilà. Eh bien, écoute, ça fait déjà beaucoup de perspectives. Alors, on parlait du Portugal. Tu m'as dit que oui, tu y pensais. Alors, le Portugal, ça sera quand même différent. Tu vas pas nous faire un resto de ville, Non. au Portugal. Non, en fait, je vais pas faire un restaurant de ville, mais mes parents, on revient encore aux sources, ont toujours voulu faire une plage au Portugal. Parce que Treves, c'est portugais. Oui. Parce que c'est ça, quand on parle du Portugal, pour nous, ça semble logique, Ouais. mais pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas, la famille de Sasa Treves, elle vient du Portugal. Voilà, on est le De mélange. l'Algarve Alors ou- mon blend, on va dire Ouais. mon mélange est portugais, turc Turc. et un peu français aussi. Donc je suis un peu. Un gros mélange. Ah quand même. ouais. Bah, le berceau portugais, c'est aussi un endroit où tu te sens chez toi. Parce que on n'a pas encore parlé de ça, mais parce que tu m'as dit Monaco, etc. Mais où est-ce chez toi? Parce que pour un homme qui parcourt le monde à ce point-là, Alors moi chez moi, je veux dire. la maison. Quand tu dis chez moi, mes racines, c'est où? C'est Monaco. Je veux dire, Ouais. je peux pas. Mon père est arrivé à l'âge de 6 ans ici. Ouais. Mon père, a travaillé, Quand s'est on dit amusé. 6 ans, c'est avant, c'est entre 40 et 50 ans. C'est exact, dans les- entre 40 et 45. C'est ça. Hein. Ouais, Donc- pour donner une idée Non, aux mais gens, hein, c'est pas hier matin quand même. Hein. C'est ça. Parce qu'on a l'impression que ça est immuable. Non, mais nous, notre base, nos racines sont à Monaco. Et moi, je me sens. Quand je dis je suis monégasque, c'est que je ne suis pas monégasque de passeport, parce qu'on n'est pas monégasque de passeport, mais on est monégasque par le sang, par notre cœur. Je veux dire, c'est. Ouais, tu as dit tout à l'heure, notre cœur est rouge et blanc. Mais ouais, non, mais c'est ça, parce que moi, j'ai fait mes études ici. Tes enfants sont tous nés ici? Non, parce que moi, je suis marié avec une Brésilienne. Ah, Voilà. on n'a pas encore parlé de madame. Parce Voilà, que ouais. quand tu parles de cette vie, comment dire, surorganisée, pleine de projets, il y a quand même quelqu'un qui doit tenir la barre hein, dans tout ça. Ma femme, je suis avec elle depuis 20 ans. Voilà, donc, Brésilienne alors. brésilienne. Comment elle s'appelle? Bruna. Bruna. On s'est rencontrés à Miami. Et il y a eu le coup de foudre et voilà. Et voilà. Enfin, le coup de foudre de mon côté. Hein. Après, je sais pas. Non, Ouais, mais... il faudra lui demander. à elle. Non, mais c'est... Ouais, non. Et donc 4 enfants. Ouais, 4 On a dit enfants. tout à l'heure, un de 20 mois à 15 ans. Un né en 2008 à Monaco, un né en 2011, la fille à São Paulo. Ah, elle est née au Brésil, elle? Ouais, C'est une vraie Brésilienne alors. exactement. Et, Elle est comme sa maman? ah ouais. Plus elle est née dans des conditions très marrantes. Ah. En plein concert de U2 à São Paulo. Pas mal, non? Parce que tu avais emmené Bruna à un concert de U2, enceinte, bien enceinte. Bah, c'est normal. Normal. Mais c'est les Brésiliennes, ça. Ah oui. Elles ont peur de rien. Voilà. Et après, j'ai eu mon fils aussi, Zachary, qui est né au Brésil. Et après, le dernier est né à Monaco. Donc, le premier et le dernier sont nés à Monaco. Et les deux du milieu, En fait, vous avez fait moitié-moitié, quoi. c'est ça, exactement. Il y en a 2 qui sont nés chez toi, 2 qui sont nés chez elle. Exactement, c'est ça. Donc, voilà. Donc, Et elle parle quelle langue avec tes enfants? Elle parle français? Alors, Elle leur parle? Elle parle portugais, donc Portugais. brésilien, anglais. Et maintenant, ma femme parle très très bien français. Donc, il y a un vrai mélange à la maison on va dire, il y a 3 langues. Ouais. Voilà. Les enfants, ils ont ces sonorités mélangées quand même. Oui. Moi, mais les 3 premiers, ils sont trilingues. Trilingue, ouais. Voilà. Après, le portugais, il écrit pas parce qu'ils sont pas en scolarité portugais. Mais quand ils vont au Portugal, ils le comprennent, voilà. Que couramment. Quand ils vont au Brésil avec vous? Ah oui, bien sûr, Ouais. on voyage beaucoup. Mes enfants, comme on voyage beaucoup, ils ont voyagé depuis leur jeune âge. ouais. Ouais. Un mois. Et tu as fait pareil avec tes enfants que ce que tes parents ont fait avec toi, je suppose. C'est-à-dire que tu les emmenais partout. Quoi. Bah oui, mais après, emmener les 4 ensemble, Non, les 4 ensemble, les c'est 3, difficile, ouais, c'est un peu compliqué. Le plus âgé, il a 15 ans. Oui. Est-ce que tu as déjà mis le pied à l'étrier ou pas? Malheureusement, c'est lui qui est allé s'acheter l'étrier et qui se l'est mis. Tu veux dire qu'il veut travailler au Non, SAS? oui, il veut. Ouais. Voilà. Il veut. Bah, c'est bien, voilà, après... C'est important pour toi la continuité? Non, moi, ce qui est important, et je pense, comme tout père de famille, c'est qu'il faut
il faut donner une direction aux enfants, mais après, il faut pas les pousser vers un choix bien précis. Parce qu'après, il faut pas qu'ils aillent à l'encontre de ce qu'ils ont envie. Moi, au départ, je m'étais fixé des objectifs, et ces objectifs, ils ont disparu, et par moi-même, j'ai été travailler avec mon père. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent travailler avec moi. Voilà. Donc déjà, c'est bien d'avoir une option. Après, oui, parce qu'on est dans un monde où trouver du boulot, travailler dans ce qu'on aime, c'est pas toujours simple. Non, c'est sûr. Le monde a quand même beaucoup changé. Non, c'est sûr. Moi, je pense que l'aîné, il va travailler. Après, la fille, je sais pas. Mais encore une fois, je veux pas me mettre ça dans la tête. Peut-être, c'est comme un enfant qui commence une activité sportive, et au bout d'un an, il peut changer d'avis. Il peut changer d'avis. Donc, quand tu dis il peut changer d'avis, t'as pas changé d'avis. T'as juste donné un futur à un concept. Tu avais des parents qui ont créé ça et tu l'as fait grandir et évoluer. Aujourd'hui, tu le complémentes avec autre chose. Tu n'as pas changé d'avis, en fait. En fait, il y a un très bon exemple, c'est que mes parents ont créé un concept familial. Ouais. Tes parents qui étaient commerçants, en fait. C'est ça. Enfin, en tout cas, ta maman. Mais ils n'étaient pas du métier du tout. Ils n'étaient pas du métier. Voilà. Le seul métier. C'était pas des cuisiniers. Oui, ton père n'était pas cuisinier dans un resto. C'est pas ça, quoi. Aujourd'hui, être restaurateur, c'est être commerçant déjà à la base. Voilà. Donc c'est ça. Après, il faut faire le choix des bonnes personnes. Il faut savoir s'entourer. C'est comme tout dans la vie. On y revient. Voilà. Tu vois, tu ne fais rien. Enfin, moi, de ce que j'entends là, de la conversation qu'on a, Samy Treves ne fait rien seul, en fait. Enfin, si, il a ses idées, il a ses convictions, il a sa dynamique, il a son sens de l'entreprise. Mais toi, ce que tu m'expliques, c'est que tout ce que tu construis, tu ne peux le construire que parce que tu t'entoures. Je m'entoure, mais nous, ce qui est important aussi, pour moi, c'est que tout ce qui est les décisions qui partent du SAS pour le SAS, on le décide en famille. Ouais. Il y a encore des conseils de famille chez les Treves. Oui, non, bien sûr. Ouais. Et après tout ce qui est le reste, je veux dire, je suis un binôme avec ma femme. On décide tous ensemble, tout ensemble. Je veux dire, c'est parce que à la fin du compte, c'est vrai que ma vie de couple, tout le monde dit mais comment tu fais? On trouve le temps. C'est juste on compose et ça se passe très bien. Il n'y a pas de règle. Le couple, il n'y a pas de règle. C'est une question. Il faut composer. Il faut trouver l'équilibre constamment. Ouais. C'est ça. Et là, aujourd'hui, moi, ça fait 20 ans et j'espère que ça va durer encore de nombreuses années. Et ça se passe très bien. Après, je peux pas te dire que tout se passe très bien. On a tous des problèmes de couple. Et après, on a tous des moments compliqués. Et c'est ça, mais ça n'existe pas. On a tous des problèmes avec les enfants. Mais c'est ça, c'est comme les affaires, c'est comme tout dans la vie. Et il faut régler les problèmes. Mais je pense que les racines... et la base, c'est comme quand tu construis un immeuble, c'est les fondations. Moi, mon père et ma mère ont créé une fondation, et moi, j'ai créé la mienne avec ma femme. Et aujourd'hui, voilà, il faut que ces fondations soient solides. Et ma femme me soutient surtout. Voilà, Quand elle arrive, ça me fait penser à ça. Quand elle arrive dans cette famille, Bruna, tu me dis, les Brésiliennes ont peur de rien. Donc, est-ce qu'elle s'est quand même rendue compte de l'ossature, enfin en tout cas de la force de ce qu'elle avait, ce qu'il fallait qu'elle intègre? Ah non, c'est sûr que surtout déjà intégrer une famille, c'est compliqué. Alors quand on intègre une famille qui travaille ensemble, c'est encore plus compliqué. Ouais, c'est ça. Mais ça s'est bien passé. Franchement, ça s'est bien passé parce qu'il fallait un bon interlocuteur. Non, c'est pas vrai. Non, ça s'est très bien passé. Il y a eu des hauts et des bas, comme tout avec les belles mamans, les beaux papas, tout ça. Mais à la fin du compte, je veux dire, voilà, d'où on est parti, d'où on est aujourd'hui. Je veux dire, je suis l'homme le plus heureux au monde. Ouais, et ça, voilà, on doit tous faire des sacrifices et ça fait partie de la vie. Mais ça se passe super bien. Mais tu me coupes l'herbe sous le pied, là. J'étais en train de me dire, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? Alors, tu me dis, je suis l'homme le plus heureux au monde, donc ne me dis pas que ta part... je suis l'homme le plus heureux au monde jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Donc, tu peux me souhaiter, c'est que ça continue. Et la santé surtout. Et voilà, et que nos enfants grandissent surtout dans un monde un peu plus, on va dire, sain de ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde. Bon, on va pas épiloguer sur tout ça, mais voilà, il faut juste que... Voilà, c'est ce que je souhaite surtout, c'est que je suis assez... T'es protecteur avec tes enfants? Beaucoup, et le problème, c'est que je suis protecteur déjà, je vois ce qui se passe dans le monde de la nuit, parce que j'en fais partie. Donc c'est compliqué quand je vois des enfants de 18, 19, 20 ans, comment ils agissent, et que je vois les miens, ils arrivent à cet âge-là.
Donc c'est compliqué, mais bon, c'est des étapes. Et tu as une fille, toi? Non, voilà, j'ai une fille, mais après, je suis pas le seul papa qui a une fille et qui Non, va non, dire, mais quand tu parles du monde de la nuit, ouais, c'est alors sûr. je veux pas faire dans la caricature, mais forcément, on a toujours dans l'imaginaire le fait qu'un garçon est moins, dans le sens pas fragile, moins vulnérable dans le monde de la nuit qu'une fille, quoi. Voilà, c'est ça qu'on se dit. Non, je sais pas si c'est vrai, parce qu'il y a des filles qui sont très capables de se défendre, c'est pas la question. Hein, mais... Non, mais c'est vrai, non. C'est sûr qu'un père, il est toujours... il a toujours la peur quand sa fille elle sort. Surtout avec ce qui se passe en ce moment, ce qu'on entend à la télé, ce qui peut arriver et tout. Bon, après, voilà. On peut pas aussi les enfermer à la maison. Donc, de toute façon, pour un homme, et j'imagine que c'est le cas de Bruna aussi, qui croit au destin, ce que tu me dis, si ça fait 20 ans que vous êtes ensemble, c'est qu'au moins il y a des trucs de fondamentaux sur lesquels vous vous rassemblez. Hein. Donc, pour quelqu'un qui croit au destin, il y a aussi une certaine forme de fatalisme. Hein. C'est-à-dire que tu dis, bon, ce qui doit arriver arrivera, donc on peut pas tout contrôler. Il y a aussi des choses qu'on contrôle pas dans la vie. Hein. Il y a des choses qu'on contrôle pas et ça fait partie de la vie. Hein. Je veux dire, dans la vie, on peut se fixer des objectifs. Après, on peut se tracer une route, mais après, cette route, elle peut avoir un dos d'âne, elle peut être coupée, c'est comme ça, et c'est là où il faut rebondir, et c'est les étapes de la vie. Moi, je dis toujours à mes enfants, je dis que dans la vie, on a plus de non que de oui. Et il faut apprendre à accepter le non. Et il faut comprendre pourquoi il y a non. Et aussi, je dis souvent quand il s'est... mais tu te souviens plus de tes oui que de tes non, finalement. Oui, d'accord, mais après, il faut se dire pourquoi j'ai eu non. Ouais. Parce que peut-être j'ai pas été bon sur quelque chose, ou j'aurais pas dû faire ça. Voilà. Après, oui, quand ça marche pas, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que j'ai pas bien fait. Hein. C'est ça. C'est sûr. Mais c'est sûr qu'on peut pas, on n'est pas à Disney World où tout va bien. Ça, on est dans un monde aujourd'hui. Et pourquoi je dis que je souhaite un futur pour mes enfants et pour les enfants des autres aussi, c'est qu'on est on est dans une transition aujourd'hui très compliquée pour notre génération. Que ça soit les réseaux sociaux, pour moi, c'est... Ouais. Moi, je m'en sers pour le boulot, certes, c'est important. Mais s'il faut tirer un trait, voir les avantages et les inconvénients, moi, je vois les enfants, c'est... Surtout dans la vie de nos enfants. C'est générationnel. Hein. C'est-à-dire que nous avons grandi sans, donc nous pouvons faire sans, mais eux pas. Hein. C'est ça le problème. C'est terrible, et on voit ce que les réseaux sociaux aujourd'hui apportent dans le côté négatif, que ça soit pour les enfants et que ça soit... Il faut quand même réaliser que les réseaux sociaux, pour nous, les adultes, c'est déjà très mauvais. Ouais. On voit ce qui se passe en ce moment avec les événements qu'on a. Les gens, il y a des choses qui sont tellement mal interprétées, tout ça, mais les gens sont absorbés par tout ça. Ouais. Alors imaginons les enfants. Nous, on a une éponge qui est le cerveau, qui est, on va dire, qui est à moitié pleine, presque pleine. Eux, elle est vide, leur éponge. Ouais. Et ils n'arrêtent pas d'absorber. Et c'est terrible. Donc nous, les professeurs avant, à l'époque, c'était vraiment eux qui encadraient les enfants. Ouais, le développement, en tout cas intellectuel des enfants, c'est eux qui l'encadraient. Et aujourd'hui, nous, on est submergés par le travail. Et en plus, gérer les enfants et les problèmes d'à côté, c'est sûr que c'est très, très compliqué. Hein. Mais je veux dire, c'est pas moi, c'est en général, c'est l'éducation d'aujourd'hui qui est très, très compliquée. Ouais. Mais encore une fois, il faut s'adapter. Voilà. Et... C'est une éducation qui n'est plus cloisonnée. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, il y avait ce que tu as décrit, c'est-à-dire le cocon familial à l'intérieur duquel il y avait un développement sentimental, intellectuel, social. Et puis, il y avait l'extérieur, le monde extérieur. Et aujourd'hui, il n'y a plus cette cloison aussi nette, en tout cas. C'est ça. Nous, pour revenir à ce cocon familial, c'est ce qu'essayaient de créer mes parents au SAS. Et certes, très compliqué on va dire, parce qu'ils ont créé cette affaire de famille dès le départ. Et c'est compliqué de faire des franchises, tout ça, quand les gens se sentent à la maison. Donc on avait eu l'opportunité à Dubaï. Ça avait très très bien marché pour 18 mois, mais vraiment très très bien. Hein. Après, malheureusement, on n'était pas prêt pour comment évoluer. Et l'emplacement n'était pas très bon, donc on a dû fermer. Ça m'a fait un peu de mal parce que, certes, mes parents... ils travaillaient d'une façon un petit peu plus familiale. Ouais. Mais moi, mon but, c'était d'entreprendre les choses et essayer de développer le SAS. Donc, ça a été on va dire, mon étape, mon objectif vers 2012-2013, de dire, voilà, comment je peux rendre ce restaurant
tout en le gardant familial, mais en essayant de le faire développer. Et là, donc on a changé un peu, on a gardé l'ADN, on a changé un peu l'approche, le menu, la décoration. Ouais. On a créé vraiment une ADN au SAS aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier, surtout ce qui est très important à tout ça, c'est que certes, il y a mon père, ma mère, il y a moi, il y a les collaborateurs, et il y a surtout tous les employés qui travaillent au SAS. Parce que aujourd'hui... Ouais, parce que le SAS, c'est une fourmilière. Hein. Quand on y va, on se rend bien compte que le moindre détail est important, en fait. C'est très important. Moi, le service, c'est vraiment... nous, on a des clients qui viennent, ils demandent rien, ils ont déjà tout sur table. Moi, j'ai des serveurs, des employés qui travaillent depuis 22 ans, 23 ans au SAS. J'ai des gens en cuisine aussi. Moi, j'ai le père avec son fils quand on travaillait ensemble. Et le papa est parti à la retraite, le fils a pris la suite. Donc, c'est vraiment... c'est familial du côté des propriétaires, mais aussi du côté des gens qui y travaillent. Et moi, je veux dire que c'est un tout. Et je pense qu'eux sont très importants, ont été, le sont et le seront dans le développement du SAS. Comment on fait quand on fait du management avec des gens qui sont là depuis 22 ans? Parce que j'imagine qu'on ne peut pas les traiter exactement pareil que quand on travaille avec quelqu'un ou quelqu'un qui a donné autant de sa vie pour un établissement. Comment on fait pour le management? Parce que... Alors, je ne dis pas qu'il faut que ce soit toujours dans l'affrontement. Hein. Je dis que management, ça veut bien dire que ça veut dire qu'il y en a un qui commande et un autre qui ne commande pas. Hein. C'est peut-être un peu schématique. Non, mais c'est que nous, on a toujours fait du social. Aujourd'hui, certes, il faut en faire, mais nous, on l'a toujours fait. Mon père, il l'a toujours fait. Mon père, à l'époque, il n'était pas du métier. Il a engagé notre chef de cuisine qui est resté jusqu'à il y a 5 ans parce qu'il dit qu'il a une bonne gueule. Oh, le feeling. Voilà. Et ça s'est très bien passé. Et ils se sont bien entendus. Oui, voilà, super. Après, on est dans la vie de chacun. Et ils sont dans notre vie. Ce qui est très important de savoir, c'est que notre métier, c'est un métier très, très difficile aujourd'hui. Le métier de la restauration. Et de plus en plus. Certes, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu très compliqué. Déjà, on ne trouve plus de personnel. Mais après, on passe plus de temps au travail qu'à la maison. Donc, on est une famille. C'est la deuxième famille. Ouais. Et nous, on a eu des événements positifs au SAS comme négatifs, parce que dans la vie, il n'y a pas que du positif, il y a du négatif aussi, qui ont fait en sorte qu'on est tous restés soudés. Et c'est ça qui a fait la force. Et c'est notre esprit de famille. Et voilà, donc c'est pas... Certes, mon père, ma mère et nous, on a créé quelque chose, mais autour de ça, il y a quand même eu des gens qui ont travaillé pour nous et qui ont sorti leur épingle du jeu et qui nous ont assistés dans les bons moments, bien sûr, et dans les mauvais moments. Ouais, c'est ça. Ben écoute, ça sera le mot de la fin. L'union fait la force. Ouais, c'est ça. C'est ce que je retiens de notre conversation et dont je te remercie d'ailleurs, parce que c'était très sympa de passer ce moment avec toi et d'aller un peu plus loin que la nuit. Bah écoute, merci de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir m'exprimer. Et... Samy, ceux qui font Monaco, si le SAS ne fait pas Monaco, alors... oui, voilà, c'est sûr. Et depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Pas depuis 2 jours. Voilà, donc grâce à mon père et à ma mère. Et par la suite à Yolande et à Bruna. Voilà, c'est exactement ça. Merci mesdames. Voilà, bon, merci pour tout et... À bientôt Samy. Ok, super, merci beaucoup.